Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver donc pour cette deuxième table ronde dans cette belle journée. Voilà, merci pour votre présence. Je vais donc me présenter pour cette table ronde dont le thème qui apparaît ici est discrimination, sexisme, racisme, homophobie. Donc, handicap, comment les pouvoirs publics et le mouvement sportif peuvent-ils endiguer les dérives actuelles? Donc, nous avons nos consultants, nos invités qui vont intervenir à tour de rôle. Permettez-moi donc de vous les présenter. Je suis persuadé que vous qui êtes dans ce milieu sportif, vous en connaissez la plupart. Je commencerai par l'ordre suivant qui correspondra à leur intervention. Béatrice Barbus, secrétaire générale de la Fédération française de handball, qui est sociologue. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Ensuite, Marie-France Potreau, donc présidente FEMIX, l'Association nationale Femmes, Mixité, Sport. Bonjour Marie-Françoise. Ensuite, Nathalie Costantini. Nathalie qui est présidente du NSS, l'Union nationale du sport scolaire. Bonjour Nathalie. Bonjour. Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique et sportif français, multimédaillée, vous le savez, recordwoman du monde, enfin un palmarès assez incroyable. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour à tous. Le football est représenté par sa vice-présidente au sein de la Fédération française, Brigitte Henriquez. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et puis, il y aura une conclusion qui sera faite par un représentant du gouvernement, en l'occurrence Frédéric Potier, qui est délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Frédéric, que je ne vois pas à l'image, Frédéric Potier, mais qui sera avec tout à l'heure. Commençons donc cette deuxième table ronde avec Béatrice. Béatrice, donc, qui est sociologue, il faut le préciser, au-delà de sa fonction de secrétaire générale au sein de la Fédération française de handball, qui a été aussi, mais le monde sportif le sait, la première présidente d'un club en France professionnel. C'était donc le handball et c'était l'US Ivry entre 2007 et 2012, hein, si les dates, voilà, c'est bien, les informations sont bonnes. Alors, comment lutter au sein donc, de cette fédération de handball? Il y a eu un énorme travail qui a été fait en amont et un plan qui vient d'être voté, accepté après 2 ans de travaux. Qu'en est-il, Béatrice? Oui, absolument. Qu'en est-il de ce plan? D'abord, je vais répondre à la question et ça va me permettre, est-ce qu'on peut endiguer les dérives actuelles? Bien sûr qu'on peut les endiguer. Comment? Eh ben, en agissant. Pour ce faire, comment il faut faire? Et donc là, je vais m'appuyer effectivement du travail collectif qui a été mené pendant 2 ans à la Fédération française de handball. D'abord, il faut une vraie volonté politique au sommet. Donc, ça a été le cas de notre bureau directeur dans l'ensemble, mais surtout de notre président, Joël Delplanque, même si au début, il n'était pas forcément totalement convaincu sur le fait. Quand je dis au début, remettons les choses dans leur contexte, puisqu'on a commencé à parler notamment des violences sexuelles dans les médias bien avant fin 2019, mais c'est surtout avec l'apparition du livre de Sarah qui a un beatball hein, sur ce qu'elle a vécu, qui a déclenché une prise de conscience un petit peu et en tout cas un soulèvement un peu dans le mouvement sportif pour que les choses soient prises à bras le corps. Nous, ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait pour essayer de lutter contre toutes les formes de violence, donc que ce soit le racisme, l'homophobie, le sexisme, etc. C'est quelque chose qui nous tient à cœur de lutter contre toutes ces formes de déviance. Et donc, on a réuni un groupe de travail transversal avec la Commission éthique et citoyenne de la Fédération française de handball, la DTN, les élus, les salariés, dont certains d'ailleurs sont présents ici même et assistent à cette table ronde. Et pendant 2 ans, nous avons travaillé pour essayer de prévoir un plan le plus complet possible. Alors, ce qui nous semble être important ici de rappeler, c'est que notre cœur de métier à nous, fédérations, à nous, mouvements sportifs, c'est pas d'accompagner un tant soit peu psychologiquement, socialement. Nous, notre métier, c'est de faire du sport, c'est de faire du sport, de développer des pratiques physiques et sportives. C'est pas de faire autre chose. Donc, c'est pour cette raison que nous avons donc décidé de faire des partenariats
avec deux associations que sont d'une part Colosse au pied d'argile et d'autre part France Victimes, parce que la première des choses qu'il convenait de faire, et là je rentre dans le vif du sujet, à savoir le plan, c'est libérer la parole. Donc libérer la parole, ça paraît simple à dire, mais c'est pas facile à faire. Pour libérer la parole, il faut d'abord créer un climat de confiance, un climat qui permet de faire comprendre à tout le monde, d'abord que les élus, ceux qui dirigent cette fédération, sont pour une tolérance zéro. Il faut que la peur change de camp. Ça, c'est important de le faire savoir au plus haut niveau. Une fois que l'on a donc communiqué pour faire savoir que au plus haut niveau, on n'accepterait plus rien, on peut passer au stade de la libération de la parole. Pour ce faire, on a conventionné avec Colosse au pied d'argile, qui va intervenir et on a fait déjà une première intervention pour voir, pour tester, et on a constaté qu'en effet, qu'après chaque intervention de Colosse au pied d'argile, vous avez en moyenne à peu près 2 jeunes enfants, filles ou garçons, qui viennent le trouver pour dénoncer des faits de violence, là en l'occurrence sexuelle. Donc c'est quelque chose qui est assez efficace. Et donc on a décidé de s'appuyer sur Colosse au pied d'argile pour libérer la parole sur l'ensemble du territoire national, et bien entendu pas seulement à la maison du handball, bien sûr. Donc ça c'est extrêmement. Ensuite il y a un accompagnement qu'il faut faire, un accompagnement social, un accompagnement psychologique, un accompagnement juridique. Donc, pour ce faire, on a conventionné également, outre le fait que l'apport que l'on peut amener, l'accompagnement que l'on peut amener par nos propres forces, par notre service juridique, on a conventionné avec France Victimes, dont c'est la spécialité que d'accompagner des victimes violences, des personnes, victimes de violences. Donc ça, c'était d'abord, dans un premier temps, c'est extrêmement important de s'entourer de gens qui sont spécialistes de ces questions. Pourquoi ? Parce que les gens la première chose qu'on a faite, c'est on a créé une cellule de signalement. Cette cellule de signalement, il y a des juristes, mais il y a aussi des personnes qui sont spécialisées dans la question des recueils de ce genre d'affaires et de phénomènes. Et là, on a constaté que, avec déjà rien que ces premiers dispositifs, on constate, vous voyez, que depuis le mois de janvier, on a à peu près une trentaine d'affaires qui nous sont remontées. Ça fait une affaire donc toutes les semaines, si on calcule. Et bon, toutes les semaines. Donc, ça veut bien dire que la parole a besoin de se libérer. Et c'est normal et logique que dès que l'on met en place un type de plan, on ait beaucoup d'affaires qui remontent. C'est tout à fait logique. Béatrice, question par rapport à ces informations qui sont recueillies. Comment ça se passe le recueillement ? C'est-à-dire comment le jeune ou la jeune puisse témoigner ? Est-ce que c'est par le biais d'un copain, d'une copine, par son entraîneur au sein du club ? Comment ça se passe ? Quelle est la démarche qui est faite pour que justement cette parole puisse se libérer et avoir ce courage ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle. Ça peut être un parent, ça peut être le jeune lui-même, ça peut être un entraîneur, ça peut être un dirigeant. Il n'y a vraiment pas de règle. À chaque fois, ce sont des personnes. Alors, bien souvent, à la cellule de recueillement, c'est plutôt des personnes tiers. Donc, le parent, l'éducateur, un encadrant, un dirigeant, voilà, ou un témoin, peu importe. En revanche, dans les sessions avec Colosse au pied d'argile, ce sont les jeunes directement qui viennent parler. Donc, il n'y a aucune règle. Vraiment, on peut voir que ça dépend après la façon dont on s'aborde. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire. Donc, dans le plan, il faut aussi former. Il faut aussi former tous les acteurs clés, ceux que vous venez de citer. Il faut former les encadrants, il faut former les dirigeants. Et donc, pour cela, on va mettre en place effectivement des formations avec un module qu'on est en train de concevoir sur la lutte contre toute forme de déviance et donc pas seulement contre les violences sexistes. Pour vous donner, parmi tout ce qui nous est remonté, nous, il s'avère qu'au handball, on a beaucoup de ces faits qui ont lieu lors des bizutages. Dans les sports collectifs, il y a souvent des bizutages. Ça fait un moment que nous, à la Fédération française de handball, on a dit stop au bizutage, mais a priori, les jeunes et les encadrants des pôles n'ont pas forcément entendu notre parole. Vous voyez, la semaine dernière, on a réuni plus de 600 jeunes. La Fédération française de handball a réuni tous les jeunes de ces pôles avec les encadrants et le président, le vice-président, Colosse au pied d'argile, Madame Fabienne Bourdet, qui est la déléguée interministérielle aux violences sexuelles, sont intervenus pour rappeler à tous ces jeunes que stop, il suffisait que ces violences se poursuivent au sein du handball et que des sanctions très fortes seraient prises si cela continuait.
Donc ça, c'est extrêmement important de faire passer ce message-là. Enfin, après la formation, il y a aussi bien sûr des outils de communication qui vont être mis en place, qui le sont déjà, des clips, des affiches, etc. Et un kit pédagogique aussi qui va être mis au service des structures territoriales, clubs, ligues, comités, pour que l'on puisse déployer ce plan de lutte contre les violences, toute forme de violence, sur l'ensemble du territoire. Enfin, il y a ce que toutes les fédérations vont mettre en place à partir du 1er janvier 2021 normalement, qui est le contrôle d'honorabilité de nos encadrants, donc que ce soit des dirigeants, que ce soit des entraîneurs, bénévoles ou bien entendu professionnels qui ont l'obligation de présenter une carte professionnelle, avec possibilité de pouvoir contrôler l'honorabilité de certaines personnes auprès du fichier FIGES. Et ça, ce sera possible, le fichier FIGES, qui est le fichier qui recense en fait tous les agresseurs de violences sexuelles, donc ceux qui ont déjà été pris par la patrouille, si je puis dire. Et donc ça pourrait être possible à partir du 1er janvier 2021. Donc voilà, un arsenal qui essaye d'aller de la libération de la parole, de la sensibilisation à la question des violences, jusqu'à son traitement et à la formation des acteurs clés, en passant bien entendu par la communication. C'est très clair. Voilà. Dernière question, Béatrice. Dans cet univers-là, on connaît maintenant la médiatisation du handball qui est importante, la réussite des garçons, des filles. Est-ce que les joueurs et joueuses majeurs, les plus représentatifs de ce sport, aujourd'hui, interviennent? Est-ce que la fédération fait appel à eux sur ces problématiques-là tellement sensibles? Oui, on l'a fait. Tout à fait, on l'a fait il y a pas plus tard que 2 ans, puisque ce sont des internationaux et des internationales qui ont porté notamment la lutte contre le bizutage en disant stop à toute forme de violence. Bon, ben voilà, ça n'a pas eu l'impact qu'on aurait souhaité. La preuve, c'est que ça a une efficacité relativement faible. Donc, ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous allez faire intervenir Nicolas Karabatic ou Alison Pinault pour lancer un message, ou dans d'autres sports, d'autres stars, que pour autant vous allez endiguer la problématique. Ça ne suffit pas. La preuve, nous, c'est qu'on l'a fait et que ça n'a pas suffi. Il faut vraiment, j'insiste là-dessus, il faut vraiment que ça fasse, que ce soit une problématique qui soit prise à bras le corps par tous les dirigeants d'une fédération. Quand je dis d'une fédération, je ne parle pas seulement au niveau fédéral, de la fédération jusqu'au club. Et aujourd'hui, c'est vraiment important que tout le monde prenne conscience que c'est un phénomène qui n'est pas aussi marginal qu'on ne le pense, qui touche tous les sports. D'ailleurs, notre président l'a dit le 20 octobre lorsqu'il a présenté le plan de lutte contre les violences. Il a dit « Nous avons sous-estimé 2 choses. D'une part, nous avons sous-estimé l'ampleur d'apparition de ces phénomènes. » Et oui, il n'y avait pas de statistiques jusqu'à présent. Donc, quand on ne mesure pas, c'est clair qu'on ne peut pas savoir si c'est important ou pas. Maintenant, on sait, puisqu'on mesure, puisqu'on a une cellule de recueil de signalement. Donc, on avait sous-estimé l'ampleur du phénomène dans son volume. Et deuxièmement, on avait sous-estimé l'ampleur des conséquences. Des conséquences, ça met en jeu des vies humaines, ça détruit des vies humaines. Ça ne veut pas dire que la vie n'est plus possible après, mais ça veut dire qu'elle est plus compliquée. Très certainement, et ça sans aucun doute. J'ai eu l'honneur, il y a à peine 3 semaines, de faire ce type d'intervention au Conseil de l'Europe. Il y avait Sarah Abitbol qui était venue témoigner. Elle a écrit un livre. Elle a parlé de nombreuses fois dans des médias. Eh bien, je peux vous dire que lorsqu'elle a témoigné nouvellement il y a 3 semaines, elle l'a avoué. Elle est encore un peu détruite par ce qui lui est arrivé. Oui, donc, on ne s'en remet jamais vraiment complètement. On s'en remet, bien évidemment. Et Samuel Boutel est là aussi pour en témoigner, le fondateur de Colosse au pied d'argile. Donc voilà, je pense que les dirigeants sportifs doivent prendre conscience de l'ampleur du phénomène dans son volume et de l'ampleur du phénomène dans les conséquences que cela peut avoir. Et là, je ne parle même pas d'attractivité de sport, on va perdre des licences, on s'en moque de ça. Prenons en compte d'abord l'humain. Prenons en compte d'abord l'humain et n'ayons pas peur de nous regarder en face et de traiter la question comme elle se doit aujourd'hui. Formidable, plein de conviction. Merci à Béatrice pour cet éclairage et ces messages qu'on reçoit à 100%. L'intervention de Roger Bourgarel. Roger vient de se connecter. Roger Bourgarel, pour tous les passionnés de sport, vous vous en souvenez peut-être. En 1971, il faisait partie de cette équipe de France de rugby qui était en tournée en Afrique du Sud à ce moment-là. Donc, c'est l'apartheid en Afrique du Sud. Le pays est isolé. Et l'équipe de France, donc, avec son président courageux Albert Ferraz, décide de sélectionner Roger Bourgarel, antillais, à l'aile de cette équipe de France. Il est avec nous. C'était en 1971. Bonjour, Roger. Bonjour. Merci. C'était il y a 50 ans déjà, 50 ans.
à l'époque, c'est un phénomène assez incroyable. Donc, vous êtes antillais. Il y avait quelques Noirs qui avaient été sélectionnés en équipe de France au début du XXe siècle, mais c'était isolé. Et là, vous êtes sélectionné et surtout, vous allez jouer dans un pays où l'apartheid existe, où il y a donc un racisme, une séparation nette entre les Blancs avec des lois raciales donc, qui séparent les Blancs et les Noirs, et vous êtes sélectionné en équipe de France. Racontez-nous cette expérience qui est unique dans l'histoire du sport mondial au-delà de la France. Oh, mais d'abord, il faut dire qu'au départ, je ne devais pas être dans la composition de l'équipe de France, puisque c'était un ailier de Bayonne, de Biarritz, qui avait été sélectionné à ma place. Et après de nombreux revirements, on m'a sélectionné. Après de multiples tergiversations, on a accepté que j'aille en Afrique du Sud. Et le plus dur, c'était que moi, ça m'avait vraiment touché parce que Charlie Hamad, le pauvre qui lui était sélectionné au départ, n'a pas pu y aller. Donc, ça m'a fait quelque chose, oui. Alors, Roger, on le reconnaît bien, c'est l'accent de Toulouse. Hein. Vous êtes toujours malheureusement, fidèle. j'y suis né. Voilà, donc ça c'est important. Il a toujours gardé. Roger, dans les années 65-70, quand vous êtes donc à Toulouse, grand club de rugby français, en équipe de France, souffrez-vous à ce moment-là de racisme? Y en a-t-il au sein du rugby français et de l'équipe de France? Au niveau de l'équipe de France, non, il n'y en avait pas. Même au niveau des clubs, c'était vraiment très, très, très limité. Comme partout, il y a des imbéciles, donc il y avait quelques racistes, mais c'était pas monnaie courante. Hein. On reconnaissait d'abord la valeur sportive avant de regarder la couleur. C'est ce qui m'a permis de continuer, parce que si jamais au départ j'avais été un peu molesté du point de vue racial, j'aurais pas continué à jouer. Mais justement, dans cette grande famille du rugby, on n'a jamais fait attention à ma couleur. Alors, Roger, donc, votre expérience quand vous arrivez en Afrique du Sud, il y a donc 2 tests de l'équipe de France. D'ailleurs, il y a un deuxième historique où l'équipe de France réussit à faire un match nul après une défaite, c'est à Durban. Comment l'Afrique du Sud vous perçoit-elle? C'est incroyable. Les Afrikaners, ils ne comprennent pas quand ils vous voient arriver avec vos copains en deuxième ligne, les Dogas, les autres qui mesurent 2 mètres, qui sont tous blancs, et vous au milieu qui êtes de couleur. Comment c'est vécu? Et en plus, tout petit. Non, le problème, ça a été juste à mon débarquement, quand le personnel qui s'occupait de la passerelle pour nous faire descendre de l'avion, ont vu débarquer un noir au milieu de que des blancs, et ils ont été vraiment surpris. Parce qu'avant que j'arrive en Afrique du Sud, la presse n'avait pas tellement parlé de moi. Donc c'est pour ça que les gens, quand ils m'ont vu, surtout les blacks, ont été vraiment surpris parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Un noir au milieu de blanc, qu'est-ce qu'il foutait? C'était qui? Qui c'était? Ils se posaient la question. Ils ont été vraiment stupéfaits, quoi. Alors que les Afrikaners, eux, m'ont regardé de façon bizarre, mais sans plus. Et après, il a fallu qu'il y ait cette campagne de presse et ces premiers matchs pour qu'ils se rendent compte que vraiment, il y avait un noir qui jouait en équipe de France. Et à ce moment-là, sur le terrain, le comportement des joueurs adverses, tout à fait exemplaire, ou alors il fallait se faire un noir, entre guillemets? Au début, ça a été plutôt ça, puisque dans le premier match, j'ai eu 8 points de suture. Oh là là. Il s'était trompé, le ballon, enfin, ma tête était à côté du ballon, j'ai pris un coup de crampon, quelque peu hasardeux. Mais le pire, ça n'a pas été ça. Heureusement qu'il y avait les copains. Le docteur qui m'a soigné m'a fait ça à vif, et là, lui, il se régalait. Il disait le pauvre noir, et il se foutait de moi. Quand vous êtes sorti avec vos copains de l'équipe de France, l'entrée pour un noir dans les boîtes de nuit et restaurants était interdite. Comment avez-vous pu brader cela? Mais c'est-à-dire que un soir à Johannesburg, on est sortis tous ensemble et on s'est dirigé évidemment vers une boîte. Le problème, c'est que comme ils étaient tous éplaisantés, pour voir un peu ce que ça allait donner, ils m'ont mis devant. Et évidemment, quand le portier a ouvert la porte, on a été tout de suite refoulés. Ça a été immédiat. Mais on avait quelques protections autour et 5 minutes après, on est revenu nous chercher pour nous dire qu'on pouvait rentrer. Mais les autres, ils ont dit, c'est lui qui passe devant. Et ça graissait les dents, mais en fait, ça s'est fait il fallait on soit bien reçu. Vous gardez un merveilleux souvenir, hein, parce que vous aviez échangé un maillot, hein, un maillot avec voilà, bon, qui malheureusement a disparu.
un vol malheureux, mais donc vous aviez échangé un maillot avec un géant qui était votre vis-à-vis qui mesurait peut-être 2 mètres. C'était un 3 carrel, mais il était d'origine britannique, je crois. Donc, c'est pas la même vision que les Afrikaners. Et c'est le seul joueur qui m'a proposé d'échanger mon maillot. Ça m'a fait vraiment très, très, très plaisir. L'inconvénient, c'est que avec sa taille, moi, ça m'a servi de chemise de nuit. Et malheureusement, je l'ai perdu. Enfin, on me l'a un peu pris, on me l'a un peu dérobé. Et j'ai jamais pu le retrouver. Malheureusement. Comment aujourd'hui vivez-vous le fait qu'à l'époque vous étiez un cas isolé dans le rugby français et international et qu'aujourd'hui vous voyez cette équipe de France, ces mélanges qu'il y a aujourd'hui et ce racisme, on aura l'occasion de bien sûr et ces dérives de continuer à poursuivre le débat avec tous nos intervenants, mais qui au haut niveau aujourd'hui semble nettement qui aurait disparu Non, pas disparu. Oui, en de cas. Pas disparu, mais dans la mesure où atténué. Voilà, il y a une évolution dans le sport en général, que les Africains, tous les gens non blancs ont pratiqué le rugby. Donc à partir du moment où il y a eu ce mélange, ce melting pot qui existe maintenant dans tous les championnats, il est tout à fait logique que ça ne soit plus un fait majeur. Maintenant, disons qu'on regarde certaines équipes, il y a presque autant de noirs que de blancs. Alors, donc, il n'y a plus de différence. La valeur physique des joueurs est reconnue, c'est tout. Roger, pour conclure, quel message vous voudriez transmettre aujourd'hui aux jeunes sur les terrains de rugby et ailleurs d'ailleurs quel message? C'est-à-dire que le rugby d'aujourd'hui a tellement changé qu'on se pose la question, où sont nos valeurs? Alors ce que je leur demanderais, moi, tout simplement, c'est de penser que le rugby est un sport de formation et qui peut amener beaucoup de choses en dehors de la vie et même qui peut perdurer toute la vie. L'exemple de nos anciens, nous, on a cette équipe de 69 qui est arrivée en finale avec le Stade. Au jour d'aujourd'hui, on est toujours tous ensemble encore et on se voit très, très, très régulièrement. Alors que j'ai peur que les joueurs de maintenant, une fois qu'ils ont fini leur contrat, puisque c'est des contrats, après ils se voient plus, quoi. Il n'y a plus cette confraternité qui existait et qui est en train de se perdre, malheureusement. Maintenant, les joueurs de rugby travaillent. Nous, on jouait, on s'amusait. C'est la différence. Merci pour ce témoignage, toujours très touchant. Merci Roger, ça fait plaisir. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je précise à tous ceux qui nous ont rejoints donc, pour ce forum qu'il y aura d'ici 40-45 minutes, peut-être un petit peu moins, Sylvie Marchal qui va sélectionner vos interventions et vous aurez des questions à pouvoir poser donc à tous nos consultants et intervenants. Poursuivons notre tour de table donc, sur cette thématique des discriminations sexistes, racistes, homophobie, handicap et autres. Avec maintenant Marie-France Potreau. Marie-France, bonjour. 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 Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Vous ne me voyez pas? Ah, voilà, très bien. Marie-France, donc présidente féministe. Voilà, donc je le rappelle, l'Assemblée nationale femmes, mixité, sport. Qu'en est-il aujourd'hui de cette mixité hommes-femmes aujourd'hui? C'est une association donc, qui a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant. Oui, tout à fait. Donc, j'en ai la présidente depuis quelques années, 6 ou 7 ans, oui, effectivement. Donc, oui, Marie-Françoise Potreau. Donc, oui, une mixité qui, bien sûr, avance, mais je dirais pas suffisamment vite à notre goût. Hein. On partage là, autour de cette table ronde des gens qui militent énormément avec nous sur ce sujet. Et effectivement, pour faire le lien avec le thème qui nous rassemble aujourd'hui, quand Béatrice parlait d'agir, qu'une fédé agit directement sur ces sujets de violences faites aux femmes, etc., moi j'ai envie de dire que Femix agit à la fois directement mais indirectement, c'est-à-dire que directement on est encore beaucoup sollicité aujourd'hui par des personnes de fédérations qui n'ont pas forcément structuré comme la Fédé de hand, comme la Fédé de foot, etc., ce sujet-là. Et donc, qui nous appellent, et notre rôle donc dans notre association, c'est bien d'orienter ces personnes vers les structures qui peuvent les accompagner. Et puis, indirectement,
nos agissements, en tout cas, et bien sûr, comme vous le disiez, sur cette mixité. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut qu'on agisse sur plus de mixité dans les gouvernances des fédérations, plus de mixité dans les métiers aujourd'hui sportifs, de façon à ce qu'on puisse aussi apporter comment dirais-je, ce contrôle du sport, mais par toute la société et non pas par une catégorie de personnes. Donc aujourd'hui, on voit encore trop dans ces gouvernances de fédération trop peu de femmes se présenter au poste à responsabilité. Tant qu'on n'a pas plus de femmes qui seront dans les postes à responsabilité, on aura encore ces sujets, parce qu'on voit bien, là, Béatrice le porte, je suppose que Brigitte le porte, etc. Moi, je suis vice-présidente de la Fédération française de cyclisme. Comme par un hasard, c'est à moi qu'on a donné le sujet il y a quelques mois sur ce sujet de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Donc, on sent bien que c'est nous qui portons ce sujet, et donc il faut éventuellement beaucoup plus de femmes dans les instances dirigeantes. Et quand on parle de violence, on est dans une période de changement, de renouvellement des instances dirigeantes, et on accompagne un certain nombre de femmes à cette prise de responsabilité, d'ailleurs des femmes qui ambitionnent d'être présidentes de fédération d'ailleurs, et elles subissent aussi des violences qui ne sont pas forcément des violences physiques, mais des violences verbales, des systèmes d'intimidation, etc., que je pense qu'on ne ferait pas à certains hommes encore aujourd'hui parce que notre sport n'est pas suffisamment mixte. Donc, on est en train de bousculer les codes. Comme je dis, on est dans une période où on est dérangé par ces modes de fonctionnement comme on peut le voir à cause du Covid, etc. Et ben, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on est dérangé, nous, on va dégenrer parce qu'il faut absolument dégenrer pour pouvoir lutter aussi contre les violences faites aux femmes dans le sport. Voilà. Donc, Marie-Françoise, en termes de chiffres, donc on parle de ce manque de femmes au sein des instances dirigeantes. Qu'en est-il en termes de pourcentage aujourd'hui? Combien y a-t-il de présidentes aujourd'hui ou de vice-présidentes des instances qui siègent donc à la direction? Voilà. Alors aujourd'hui, on a une seule femme présidente de fédération olympique, hein, c'est Nathalie Péchala, qui a pris il y a quelques mois la fédération des sports de glace. Hein. Donc voilà, une seule femme. Et après, on tourne sur les bureaux exécutifs. Sur une progression, on est à 37,4% entre 2009 et 2016. Voilà, donc c'est quand même pas énorme. Donc on est encore sur des chiffres qui sont, pour moi, pas suffisants et sur lesquels il faut qu'on puisse encore agir davantage. On a la loi pour nous, hein, la loi du 4 août 2014 qui prônait cette égalité entre les femmes et les hommes et ce pourcentage de femmes au prorata du nombre de licenciés dans les fédérations. Encore une fois, ça avance, pas suffisamment vite, mais on avance. Voilà ce que j'ai envie de dire sur le sujet. Mais il ne faut rien lâcher, on ne peut pas lâcher. Mais dans cette période de Covid, c'est extrêmement important. Marie-Françoise, l'obstacle majeur, c'est les mentalités, c'est ce qui est instauré dans le sport français depuis un siècle, depuis les instances. C'est cela, parce qu'aujourd'hui, on le voit depuis combien d'années? Depuis 25 ans, le nombre de secrétaires d'État en sport ou de ministres des sports ont été souvent des postes qui ont été dédiés à une femme, paradoxalement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'il y a de plus en plus de licenciés femmes, et finalement, au niveau de la direction, donc des instances dirigeantes, il y ait ce blocage qui est là? Est-ce que règnent encore les clichés? Qu'en est-il? Quelle est votre analyse? Oui, alors oui, bien sûr les clichés, mais moi je dis, on part de loin. Hein, je veux dire, le sport a été créé par les hommes et pour les hommes. Donc on a le poids de l'histoire. On a le poids de l'histoire. On fait évoluer les choses. Encore une fois, on voit, hein, ça évolue. Alors peut-être pas suffisamment vite, mais on est aussi à l'image de notre société. Hein. Vous savez, les femmes dans les CODIR, des entreprises, etc., ça prend du temps, ça a pris du temps. Elles commencent à être beaucoup plus nombreuses. Le sport n'est pas en dehors de ces phénomènes sociétaux. Voilà. Et puis après, il y a aussi, j'ai envie de dire, la volonté aussi fédérale. Alors, il nous faut, si vous voulez, les directives ministérielles, mais il faut aussi une volonté fédérale parce qu'on peut très bien ne respecter que les quotas. Je prends encore l'exemple de Béa du hand, mais vous aviez le respect des quotas sur le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des fédérations qui, dans les textes, disait une application au niveau national. La Fédé de hand l'a appliquée dans ses comités régionaux. Donc, elle a anticipé de façon à avoir davantage de femmes sur ces postes à responsabilité.
Donc voilà, je veux dire, après, il y a aussi des initiatives qui peuvent être prises par les unes et par les autres pour faire avancer les choses. Et on bouscule, encore une fois, on bouscule une société, on bouscule les codes. Voilà. Je voudrais dire aussi que il y a des fédérations qui travaillent énormément aujourd'hui sur cette prise de responsabilité avec un accompagnement. Alors, on me dit, oui, mais pourquoi vous faites de l'accompagnement au poste de dirigeante? Mais parce qu'il y en a besoin, parce qu'on n'apprend pas dans des formations-là à faire des PV de réunion, on sait faire, tout le monde sait faire, hommes et femmes. Et simplement, on travaille sur soi, c'est-à-dire oser prendre la parole, avoir confiance en soi, etc., etc. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est obligé encore aujourd'hui de travailler. Moi-même, avec mon expérience à la Fédération de cyclisme, vice-présidente, je me suis fait quasiment agresser il n'y a pas très longtemps sur un bureau exécutif par un personnage. Je pense qu'il ne l'aurait pas fait de cette manière si ça avait été un homme. Mais croyez-moi. Au sein même de ce sport auquel vous êtes attaché, le cyclisme, avec cette fonction qui est importante de vice-président aujourd'hui, on peut vous mettre de côté en disant, oui, écoute, t'es sympa, Françoise, mais toi, tu restes à ta place. C'est cela, ça veut dire. Mais tout à fait, mais heureusement que j'ai un président qui milite énormément à mes côtés sur ce sujet-là. Mais vous avez encore, je dirais, ces vieux démons qui sont animés et qui sont là et qu'il faut lutter. Et moi, je vois, j'ai fait exprès de rentrer des jeunes femmes à mes côtés pour les former et je les accompagne. Je fais du tutorat au travers ça parce que je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui. Il faut qu'on ait des rôles modèles auprès des jeunes femmes derrière qui puissent, et puis il faut que notre modèle associatif évolue. Il faut que ça fasse envie de rentrer dans une fédération, dans un conseil d'administration, dans un bureau exécutif. Et pour que ça fasse envie, il faut y trouver du plaisir, de la motivation et puis un fonctionnement qui soit adapté à une condition de femme aujourd'hui. C'est quoi un fonctionnement adapté à des conditions de femme? Ben, ce n'est pas de la réunionnite aiguë pendant des heures jusqu'à je ne sais quelle heure le soir, etc. Pour qu'elles puissent se protéger par rapport à leur vie personnelle, vie professionnelle, vie familiale. Et souvent, ça a été oublié dans je dirais dans les gouvernances jusqu'à là, parce que c'était réservé à une certaine catégorie humaine. Dernière question, vous sentez au sein des jeunes générations, les filles ont envie d'aller plus loin et aussi que les hommes acceptent ça. Est-ce que la nouvelle génération aujourd'hui, lorsque vous vous promenez en France autour que ce soit à la fois, alors il n'y a pas beaucoup de vélodromes en France malheureusement, mais que ce soit au niveau des courses ou alors justement dans ces salles et dans ces lieux-là, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger? Oui, moi j'ai envie de dire, il y a des frémissements, il y a des choses qui se passent, etc. Et puis, je veux dire, on a peut-être aussi, nous, les fédérations, à réagir davantage. Il y a l'UNSS qui fait un super travail sur la mixité. Et nous, les fédérations, on ne sait pas forcément utiliser ce travail qui est fait de mixité à l'UNSS. Et là, déjà, c'est un premier travail qui est extrêmement bien fait, qu'on devrait s'approprier davantage dans les fédérations, qu'on ne fait pas forcément tous très bien. Et puis après, je vais dire, oui, moi, je vois des frémissements. On voit de plus en plus de jeunes femmes. D'abord, la pratique sportive femme a énormément évolué. Donc, déjà, ça, sans parler de compétition, on voit bien que ce phénomène de liberté, s'autoriser à aller faire du sport, ça a beaucoup évolué chez la femme. Donc, c'est déjà un premier pas. Demain, la seconde marche, c'est s'autoriser à prendre des responsabilités dans une fédération, dans un club, etc., pour s'y épanouir. Voilà, avec les conditions d'un épanouissement global. Merci Marie-Françoise Potro pour cette intervention. Poursuivons notre table ronde, notre tour de table. Le petit sourire que je vois sur le visage de Nathalie Constantini, présidente de l'Union nationale du sport scolaire. Bonjour Nathalie. Non, je ne suis pas présidente justement. Le président, c'est le ministre. Et donc, moi, par délégation, je pilote la fédération, mais dont le président est le ministre de l'Éducation nationale. C'est une précision importante, parce donc, que… femme présidente. Merci Nathalie, mais en tous les cas, comme vous l'avez vu sur tous les communiqués, vous êtes annoncé, mais partout. Voilà, donc c'est très bien. Bon, mais en tout cas, vous remplissez la fonction. Alors, dans nos échanges, vous avez beaucoup parlé, puisque j'ai beaucoup échangé pour préparer ce forum-là, il y a une dimension préventive. Ce mot-là est important, Nathalie, parce que c'est l'effort qui doit être fait au sein des institutions, mais principalement aussi au sein de l'UNSS. Alors, si vous voulez, l'UNSS est une fédération qui est à l'interface entre le monde scolaire
et le monde extrascolaire. Et je pense que la place qu'elle occupe l'impose. Et que de ce fait, nous agissons avec des jeunes qui sont dans les collèges et les lycées. Nous avons la chance d'agir dans le seul lieu où il y a obligation pour tous, puisque l'école est obligatoire pour tous de 6 à 16 ans et maintenant même de 3 à 18 ans. Et donc, je pense que par cette position, nous avons un rôle qui est un rôle majeur. Nous agissons avec des jeunes qui sont en pleine formation, qui sont dans un lieu où on essaye de construire chez eux leur capacité à s'émanciper. Et pour ce faire, travailler sur des sujets comme la lutte contre toutes les formes de discrimination, sur le sexisme, sur le racisme, l'antisémitisme et toutes ces questions, sont pour nous une manière, nous imposent et on l'aborde en permettant aux jeunes de comprendre et d'accepter les différences. Pour un jeune qui est une véritable éponge par rapport à la société et qui se construit, ils entendent, on a parlé sur la première table ronde de propos d'incivilité, de supporters qui avaient des comportements qui pouvaient être des comportements déviants. Tout ça, les jeunes se nourrissent de tout ça, malheureusement pas toujours de manière positive. Et donc nous avons à cœur de pouvoir permettre aux jeunes de prendre un temps pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir ensuite avoir des réactions qui soient différentes. Et donc on a un slogan pour expliquer notre projet fédéral qui se décline en 4 lettres, R, A-I-R-E, accessibilité, innovation, responsabilité et éducation. Et ce mot de responsabilité, il nous conduit à essayer de faire le plus souvent possible, à partir du prétexte que sont les pratiques sportives, pas que compétitives, mais aussi des pratiques sportives de loisirs, promotionnelles, de développement autour de pratiques nouvelles, de faire en sorte que ces jeunes acceptent de prendre des responsabilités dans ce cadre-là. Et donc, Madame Potro parlait de la place des femmes. Nous avons, et merci pour ce qu'elle a dit sur l'ESS, nous avons tout un programme autour des vice-présidents, des jeunes officiels, qui du coup permet de former des jeunes pour essayer de prendre des responsabilités d'arbitres, d'organisateurs, de secouristes, de reporters, de vice-présidents, etc., etc. Ça, c'est une première partie de notre travail. Mais ce que nous voulons aussi, c'est que ce qui se passe à l'UNSS soit fait pour les jeunes et par les jeunes. Et donc, nous avons mis en place un projet qui s'appelle, un programme, pardon, qui s'appelle Éthique Action, et qui permet à toutes les associations sportives de construire autour de toutes ces discriminations, de ces 7 thématiques dont on a parlé depuis le début de ce colloque, de pouvoir monter un projet avec, donc l'idée c'est de partir d'un groupe, donc le groupe c'est l'association sportive, de monter un projet et que ce projet ait un impact sur l'ensemble de la communauté scolaire auquel appartient l'association sportive. Donc nous avons des jeunes qui travaillent sur le sexisme et qui construisent par exemple des programmes sportifs dans le cadre de leur AS pour faire en sorte que la mixité soit mieux comprise et qu'aussi, sans le dire de cette manière-là, mais la notion d'interculturalité soit présente. Parce que dans nos établissements scolaires, tous les jeunes ne vivent pas de la même manière, ont à la fois un cadre de vie personnel et puis intègrent l'école de la République avec des valeurs, qui défend un certain nombre de valeurs. Et il est important de pouvoir leur permettre de se positionner. Malheureusement, l'histoire de Samuel Paty juste avant les vacances de Toussaint sont très révélatrices et très révélatrices de la problématique de tous ces jeunes dans les établissements scolaires. Donc, nous agissons sur ce programme éthique. D'ailleurs, pardonnez-moi Nathalie, mais est-ce que justement depuis l'assassinat de Paty, est-ce qu'il y a eu au sein des institutions scolaires un changement d'attitude, plus de prévention, plus d'écoute,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été modifié? Alors, de ma place, je ne peux pas me permettre de répondre de cette manière-là. En revanche, ce que je peux dire, c'est que dans les associations sportives, nous avons, tout de suite réagi en ajoutant au programme Éthique Action tout un programme qu'on a appelé Spot Action et qui engage toutes les associations sportives à pouvoir construire un petit spot en vidéo sur un temps de 30 secondes à 2 minutes pour justement que les jeunes puissent s'exprimer au travers une des thématiques, sexisme, racisme, antisémitisme, homophobie, handicap, harcèlement, violence et dopage, et faire en sorte qu'un message passe, mais que ce soit pas que le message des jeunes qui sont licenciés à l'association sportive. Le fait de se licencier à l'association sportive, c'est une action qui est volontaire. Et ce qui est important, c'est que ces jeunes engagés de manière volontaire agissent sur ceux qui n'ont pas passé le cap et qui n'ont pas choisi de venir intégrer l'association sportive. Donc, on part des pratiques sportives, parce que c'est quand même notre cœur de cible aussi. On part des pratiques sportives et à partir de cela, soit on propose des projets qui permettent de modifier le fonctionnement et le climat scolaire de l'établissement dans lequel l'association sportive existe, ou alors on a développé aussi tout un tas de masterclass avec des troupes de théâtre qui viennent dans les établissements scolaires et qui produisent des scénettes d'un temps court, entre 5 et 10 minutes, et qui interpellent les jeunes des établissements scolaires. Alors ces scénettes, elles sont par exemple sur un match de basket en mixité et les filles à qui on ne passe pas la balle, ou alors sur des pratiques en football où des filles, des garçons sont dans le match et où des propos injurieux sont portés. Voilà, tout un tas de choses qui existent dans la société, auxquelles les jeunes sont confrontés. Pardon Nathalie, mais cela, c'est très efficace. C'est-à-dire que ça, c'est bien plus parlant. De faire appel, par exemple, à un groupe de théâtre qui va donc mettre sur place ce type d'enseignement-là de façon habile, ça parle tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en scène avec un fond qui est tellement actuel que ça percute aussitôt chez les jeunes sportifs. Alors, ça percute aussitôt et l'idée, c'est de jouer la scénette et ensuite de permettre aux jeunes d'arrêter cette scénette quand il y a des propos ou quand il y a des actions qui leur paraissent tout à fait anormales. Et donc, la troupe de théâtre interpelle ensuite les jeunes qui réagissent entre eux et donc un débat s'instaure entre les jeunes. Ces débats se font aussi avec des enseignants qui sont présents, ce qui permet d'avoir une suite. C'est-à-dire que nous agissons sur un temps donné et ensuite l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait une récurrence de l'action qui a été menée pour que ça puisse infuser, que ça puisse aussi décanter parce que les jeunes ont besoin aussi de temps pour comprendre ce qui leur est dit, pour comprendre pourquoi quand on dit PD c'est pas bien, alors que dans la cour de récréation, on le dit 12 000 fois par jour et que on l'a toujours entendu et que possiblement on l'entend à la maison aussi. Et que donc, il y a tout ce travail-là, on est vraiment sur de la formation, sur de la prévention, pour que ce que nous disons, nous adultes, prenne du sens pour les jeunes. Que ça prenne du sens et que les actions se transforment et se métamorphosent. Et donc, c'est vraiment notre clé d'entrée, c'est vraiment comprendre et accepter les différences. Voilà. Lutter contre les discriminations, c'est pouvoir comprendre pourquoi ce que nous faisons à un moment donné a un impact négatif et ne doit pas se faire. Donc, il me semble que notre rôle est plutôt là-dedans et de profiter de la pratique sportive parce que la pratique sportive, pour ces jeunes qui s'y engagent, c'est quelque chose de motivant. C'est un plaisir, c'est un temps de loisir, c'est un temps où on fait pas forcément attention aux choses, où on est soi-même. Et justement, c'est quand on est soi-même qu'il faut qu'on puisse, nous, adultes à ce moment-là, interagir et essayer de transformer des choses. Très bien, Nathalie. Avec beaucoup d'humilité. Oui, toujours. Les valeurs du sport. Humilité, écoute, travail, respect. Mais comme disait la personne précédente, action à tout prix parce que il faut absolument faire
on a le droit de ne pas réussir, mais on n'a pas le droit de ne pas faire. Absolument. De dire c'est une chose, mais le faire c'est tellement important. L'action, indispensable. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Poursuivons notre tour de table avec Marie-Amélie Le Fur qui attend sagement et tout en écoutant attentivement. Bon, Marie-Amélie qui est présidente du comité paralympique et sportif français, on le sait, multiple championne du monde, championne olympique, palmarès assez incroyable et encore woman du monde entre les 100, 200, 400 et longueur. Quelle richesse. Marie-Amélie, alors, aujourd'hui, il y a un élément qui pose problème pour très souvent donc le sport paralympique, c'est justement ces éléments de comparaison avec les valides. Dans la culture française, au contraire des Anglais, on l'a vu aux Jeux donc, de Londres, qui ont eu un succès phénoménal, extraordinaire, de la même valeur que les Jeux olympiques classiques, les Jeux paralympiques. Donc, il y a donc un souci parce que très souvent, les éléments de comparaison, donc le public ne s'en rend pas compte et l'intérêt donc le sport paralympique peut susciter est moindre. Comment aujourd'hui, quel message vous en tant que président pouvez faire passer pour justement aplanir et puis donner aujourd'hui un peu plus d'éléments concrets pour apprécier aujourd'hui le sport au haut niveau, quel que soit l'univers? Bonjour Jean-Philippe, effectivement, on vit en fait une forme de discrimination actuellement dans le mouvement paralympique, mais qui fait totalement écho à ce que disait Marie-Françoise Potreau, c'est le poids de l'histoire que l'on porte en fait sur les capacités et les compétences des personnes en situation de handicap. En fait, assez facilement dans les mentalités françaises, on va considérer que la situation de handicap nous rend incapables et impossible de pratiquer une pratique sportive, ce qui va générer bien évidemment une censure de l'écosystème qui agit et qui interagit avec la personne en situation de handicap, une autocensure de la personne en situation de handicap elle-même. Et là où cette forme de discrimination va encore plus loin que sur la simple notion de possibilité, c'est effectivement une discrimination à la reconnaissance de la performance. Parce que très régulièrement, on va en fait effectivement comparer le niveau des athlètes paralympiques avec le niveau des athlètes valides sans prendre en considération que si la performance métrique, chronométrique est différente, c'est aussi lié au handicap. Est-ce que nous, on aimerait vraiment travailler dans les mentalités françaises et notamment dans la préparation des Jeux de Paris 2024, c'est vraiment que les Français, que les téléspectateurs, que les spectateurs soient en capacité d'apprécier le spectacle sportif par la réalisation de la performance, par le geste sportif, et finalement qu'on arrive vraiment à se détacher du handicap pour ressentir l'émotion sportive et ce que transmet le sportif de haut niveau quand on parle des très hautes compétitions. Mais finalement, on va aussi le retrouver toutes ces notions de la transmission, de la compétence et de la capacité dans le sport sans qu'il soit de compétition. Et là où je rejoins aussi les propos précédents qui ont été donnés et ce sur quoi nous on essaie vraiment de s'investir, c'est que le sport doit aussi, au-delà des personnes en situation de handicap elles-mêmes, être un prétexte pour faire évoluer les mentalités et la perception du handicap. Et là où je rejoins totalement Nathalie, c'est effectivement sur l'investissement que doivent avoir les fédérations, l'investissement qu'on doit aussi avoir dans le sport scolaire pour finalement avoir une appréhension, une vision et une compréhension du handicap qui est très différent de ce qu'on a actuellement. Et plus on agira finalement sur l'évolution donc qu'ont les jeunes de la perception du handicap, qu'ont les jeunes de la perception de la capacité lorsque l'on est en situation de handicap, et plus nos sociétés de demain elles seront inclusives, et plus on aura une employabilité facile, raisonnée et efficace des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a cette crise sanitaire. Tout le monde est touché. Et donc, dans nos échanges, on s'en rend bien compte. On parle de la culture, et j'ai rien contre la culture, très bien, absolument, que l'on met en valeur avec aujourd'hui la situation pour eux économique. Mais on parle du sport, bien entendu, les aides aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé avec les montants que met à disposition le gouvernement aujourd'hui, et certainement qu'ensuite Frédéric Potier pourra en parler dans son bilan, dans sa conclusion. Mais on sent que le sport n'est pas important dans le projet de vie, et par conséquent, donc le sport olympique non plus. C'est-à-dire que ce bien-être-là,
c'est indispensable dans ce contexte actuel aujourd'hui, qui est donc malheureusement anxiogène, où on a besoin, et tout le monde en a besoin, et quel que soit le type de handicap. Oui, donc, nous, on considère effectivement, au-delà de la discrimination qui vise à dire que le sport, ce n'est pas pour les personnes en situation de handicap, nous, on est intimement convaincus qu'il faut vraiment que le sport soit une priorité dans le projet de vie de l'enfant en situation de handicap, mais plus globalement dans le projet de vie de la personne en situation de handicap. Et ça, c'est vraiment aussi un vécu personnel. J'ai vu à quel point, quand à l'âge de 15 ans, j'ai subi cette situation de handicap, le rôle finalement qu'a eu le sport sur l'estime de moi-même, grâce en fait à mes réussites sportives, au fait d'arriver à aller à l'entraînement, de réussir des choses, la compréhension nouvelle que j'avais de mon corps, j'avais une confiance en moi, même si au regard des autres j'étais différente, même si mon handicap c'était pas joli. Voilà, finalement ce handicap il m'a donné confiance en moi, il m'a donné confiance en mes capacités, il m'a permis de m'affirmer face aux autres, non pas comme une personne handicapée, mais simplement comme une jeune fille de 15 ans qui était passionnée de sport et qui avait de l'ambition dans la vie. Et en fait, ce que vivent actuellement nos jeunes en situation de handicap, c'est de considérer que le sport c'est secondaire. Voilà. Et encore trop facilement, de façon un petit peu automatique, on va dispenser les jeunes en situation de handicap du sport scolaire. Voilà, c'est très souvent nos jeunes vont arriver parce que l'institution n'est pas en capacité de mettre en place les pratiques sportives adaptées, parce que les parents ne sont pas rassurés, parce que le médecin va aussi des fois avoir des raccourcis un petit peu courts entre handicap et pratiques sportives. Mais à un moment donné, voilà, si on permet pas à nos jeunes dès la scolarité, dès l'école, de comprendre que c'est possible, que c'est pour eux, que dans le sport ils vont prendre confiance en eux, ils vont avoir un lien social avec les autres qui est beaucoup plus beaucoup plus simple que ce qu'on peut avoir en cours de français ou en cours de maths. Et finalement on leur permet pas de découvrir ces pratiques sportives et donc d'aller aussi pratiquer du sport sur le temps périscolaire ou sur le temps extrascolaire. Très important ça, Marie-Amélie. Est-ce que les valides, même si j'aime pas trop ce terme-là, aujourd'hui interviennent? Y a-t-il des passerelles entre donc ce monde-là et celui des personnes en situation de handicap où ils peuvent venir s'exprimer et de la même façon et donc faire du bien en expliquant les bienfaits aujourd'hui du sport et quelle que soit sa situation personnelle? En tout cas, c'est un enjeu, c'est de bien évidemment de mobiliser toute la communauté des personnes en situation de handicap pour porter ce message positif, mais il faut globalement que ce soit l'ensemble de la société qui le porte. Et quand on a des témoignages de personnes qui sont dans des clubs sportifs, qui pratiquent avec des personnes en situation de handicap et qui sont en capacité de verbaliser finalement les bienfaits que ça a eu pour la personne en situation de handicap, mais aussi que ça a eu plus globalement pour le collectif d'entraînement, voilà. Et il faut qu'on ait cette parole globale de tout le monde qui encourage, qui pratique. Et nous, on a vu un changement aussi s'instaurer petit à petit dans l'écosystème sportif. C'est la vision des sportifs de haut niveau olympiques sur les sportifs de niveau paralympique. Voilà. Depuis quelques temps, on voit qu'il y a vraiment une bonne intégration, qu'il y a une compréhension qu'on est des sportifs de haut niveau avant tout, en tout premier lieu, et que effectivement notre spécificité est d'être en situation de handicap. Et c'est vraiment ce message-là qu'on doit porter, parce que si on fait ce raccourci dans le sport, finalement de voir le handicap dans un deuxième plan et d'abord de voir les compétences de la personne, ça veut dire qu'on sera aussi capable d'avoir cette vision-là dès l'instant qu'on sera dans le champ de l'entreprise. C'est vrai que l'émotion, l'engagement, le sérieux, le travail sont les mêmes. C'est ça, c'est ça qui est l'élément. C'est la même chose, c'est tout. Il n'y a pas de différence du tout. En fait, c'est le même engagement de la part du sportif de haut niveau. Ouais. Et nous, on voit bien, parce que pour avoir vécu les Jeux de Londres, on voit bien que l'émotion qui est ressentie par le spectateur et le téléspectateur, il est le même. Mais reste avec toutes les fédérations, avec toutes les parties prenantes, à travailler pour que les Français osent venir regarder du sport paralympique, finalement pour se retrouver bercés, immergés par ces émotions très positives que nous transmettent les différents sports. Marie-Amélie, en quelques secondes, dernière question plus personnelle. Quel est le moment le plus beau, le plus émouvant pour vous dans votre carrière, celui qui est inscrit à jamais dans votre mémoire? Il y a deux moments très particuliers dans les Jeux. Le premier, c'est le titre paralympique parce que c'est la réussite ultime.
et que j'ai pu partager avec mes proches, et c'était à Londres. Et le deuxième, et ça va démontrer à quel point voilà le sport, même quand on pratique un sport individuel, c'est une notion de collectif. C'est le titre de Nantenin Keita aux 400 mètres à Rio, où j'ai ressenti une émotion ultime parce que justement je savais tout ce qu'avait été les sacrifices, les heures d'entraînement qu'elle avait fait pour gagner ce titre-là, et de l'avoir finalement s'accomplir en tant que sportive sur cette piste à Rio. Pour moi, ça a été une émotion, une des plus belles de ma carrière sportive. Merci, Amélie. Merci, passionnant tous ces témoignages et ces éclairages. Poursuivons maintenant avec une dirigeante. Donc justement, on sait que le nombre de dirigeantes femmes au sein des instances sportives françaises augmente lentement, mais sûrement, mais pas assez vite, bien sûr. Une représentante donc du football, puisqu'elle est vice-présidente, Brigitte Henriquez. Bonjour Brigitte, vice-présidente donc de la Fédération française de football. Voilà. Et derrière, je vois d'ailleurs les partenaires de la fédération. Vous êtes sur place. Hein. Alors, franchement, c'est la première fois que je le mets, cet écran. Je préfère finalement les vôtres derrière, mais c'est parce qu'il y avait trop de lumière dans mon bureau. Et, non, mais attendez, non, mais c'est pas grave, c'était juste comme ça. Ça change de décor. Chacun ou à son bureau, chez lui, dans un cadre différent. Le football, sport numéro 1, incontournable. Plus de 2 millions de licenciés. Quelle est la part aujourd'hui entre les filles et les garçons? Ça représente quoi? Écoutez, avant de vous répondre, je voudrais juste dire que suite au témoignage déjà de Marie-Amélie, tout à l'heure, Marie-Françoise parlait qu'on avait besoin de rôle modèle. Je pense que pour nous toutes, mais pas que les femmes d'ailleurs, Marie-Amélie, en tout cas, tu incarnes ce rôle modèle dont on a besoin. Et voilà, j'ai à t'écouter sur la fin de ce que tu disais et même avant. Voilà, en tout cas, moi j'ai des frissons à t'écouter. Voilà, vraiment, merci pour le rôle modèle que tu incarnes, et aussi merci aux autres intervenantes et à Roger aussi pour vos témoignages. C'est important de le dire parce qu'on voit toute l'énergie qu'il y a derrière ces interventions. Voilà, il y en a bien besoin. Vous savez, les fédérations, c'est pas que organiser des compétitions, c'est pas que créer des équipes de France, gagner des titres, c'est tout l'engagement derrière citoyen, social et sociétal qu'il y a. Et voilà, et merci aussi à vous tous parce que ça booste aussi d'avoir des visios comme ça avec des intervenants voilà qui ont un tel engagement. Donc voilà, je voulais dire ça avant de parler du. Non, vous avez raison et absolument. Voilà, donc partager cela. Oui, Béatrice parlait d'engagement politique. L'engagement politique, nous, on a la chance de l'avoir eu en 2011 avec Noëlle Le Graët, qui en plus, pour la première fois, a nommé une femme secrétaire générale puis vice-présidente. Et aujourd'hui, on a aussi une directrice générale et on a aussi Laura Georges qui est secrétaire générale. Donc, ça a été le premier acte symbolique qu'il a fait quand il est arrivé dans cette fédération avant d'engager vraiment une politique volontariste. Donc, en fait, tout simplement, en 2011, on était 53 000 licenciés. En fin 2016, fin du premier mandat, on était à 105 000. Et puis, fin 2020, on a encore doublé. Donc, on est à 208 000 exactement aujourd'hui, licenciés football. Alors, évidemment, si on prend le pourcentage sur 2 millions, on va encore dire que c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur 2 millions, ce pourcentage, il n'a pas beaucoup de signification. Moi, je retiens plus le fait que aujourd'hui, au handball, vous êtes aussi à quasiment 220, 250. Un sport historiquement mixte qui a toujours donné l'exemple en fait par rapport à cette mixité-là. Le basket aussi qui est proche de 220 000. Et puis également, ce qu'il faut dire comme chiffre pour pouvoir un peu comparer, c'est 250 000 l'Allemagne avec le pays européen qui a le plus de licenciés. Donc on a rattrapé un sacré retard en tout cas par rapport à ça. On a encore du chemin à faire. C'est vrai que sur une période courte. Sur le développement, voilà. ouais. Parce que... oui, 10 ans, c'est vrai que c'est pas énorme parce que je donne toujours ce chiffre-là. De 2000 à 2010, en fait, il y avait 1000 joueuses qui s'inscrivaient par an. Aujourd'hui, vous en avez 10 000 qui s'inscrivent par an et là, encore plus 15 000 avec les retombées de la Coupe du Monde. Et ce qu'il faut aussi dire, qui est assez paradoxal, c'est que cette année, on est à date à plus 5 000 de licenciés avec la période Covid. On a 5 000 joueuses qui se sont inscrites en plus encore là, alors que on est nous aussi l'impact du Covid avec moins 30%, mais on a, je vous dis, 5 000 jeunes filles qui se sont inscrites, ce qui est un peu dingue parce qu'avec le Covid, on a quand même perdu nous aussi des licenciés.
au sein de la fédération, comme dans les autres univers d'ailleurs, on parle de NSS, on a parlé de handball, on parlait de cyclisme, il y a des cellules de veille qui ont donc été mises en place également pour ces problématiques de discrimination, de sexisme, de racisme, d'homophobie. Vous savez, je crois que ce qui est important de dire, c'est que ces faits graves de toute forme de discrimination, ils existent depuis toujours dans la société, ils existent encore aujourd'hui. On pourrait dire aussi encore plus ou pas encore plus. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que moi j'ai la conviction que la différence c'est une force. C'est vraiment une force et je pense que c'est en tant que tel qu'il faut l'entendre. Je pense que quand on est différent, on a quelque chose de plus. Moi, j'ai toujours pensé ça. Et pour tous les citoyens du monde, ça c'est valable. Alors évidemment, c'est une force aussi quand c'est malheureusement, ça peut être une différence que vous subissez. Je parle par exemple du handicap quand on choisit bien évidemment pas de tout d'un coup dans sa vie de d'avoir un handicap. Pour moi, c'est aussi une force dans la mesure où vous allez transformer les autres personnes avec qui vous vivez, parce que forcément ça enrichit ceux qui sont en face de pouvoir voilà, cette inclusion, etc. Ça donne aussi forcément aussi une force à ceux qui vont accueillir les personnes différentes. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'il y a 69 millions d'habitants français aujourd'hui, vous en avez la moitié qui pratiquent du sport, et vous en avez la moitié de cette moitié-là, à peu près 17 millions qui sont licenciés. Pourquoi en fait on a une cellule de veille au niveau de la fédération? Parce que pour moi le club c'est le troisième lieu d'éducation après la famille et l'école. Le club, et c'est important et on se bat plus que jamais en ce moment avec la période du Covid pour faire comprendre au gouvernement que le club c'est là qu'on apprend les règles, c'est là qu'on apprend le respect. Donc quand je vous parlais de cellules de veille, c'est tout simplement que en fait nous on organise 1 million de matchs par an, 30 000 par week-end. Premier chiffre. Deuxième chiffre, vous avez 6 garçons sur 10 qui passent minimum 5 ans dans un club de football sur l'ensemble de la population. Et vous avez un tiers de jeunes qui passent par un club de foot. Autant dire, et ça je parle pour le foot, mais je pense exactement la même chose pour l'ensemble des autres clubs, et y compris pour l'UNSS. Ce sont des endroits où on apprend ce qu'on a à apprendre. Donc en fait, avec la Fédération française de football, et vous aviez Mathieu Robert qui était sur la première table ronde, qui fait un travail extraordinaire à la LFA, puisque c'est lui qui est chargé de mission sur toutes ces questions-là, on a effectivement un observatoire des comportements. Première chose, vous êtes obligé, quand vous êtes la Fédération française de football, de savoir sur ce million de matchs par saison, combien vous avez d'actes liés à du racisme, à des discriminations. Évidemment que ça existe aussi, mais la frontière entre le sport et la société, elle est tellement fine qu'on n'a pas le droit de dire que en fait il y a plus de racisme dans un sport qu'il y a plus de racisme dans la société. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de microclimat. Évidemment que le racisme, il existe dans le sport, il existe dans le foot. Par contre, ce qui est important, c'est comment on le combat. Et je parle du racisme, je pourrais parler de l'homophobie, je pourrais parler bien évidemment aussi de tout l'engagement, mais Marie-Françoise en a parlé tellement bien que c'est pas la peine de revenir sur les actions qu'on mène. Et Marie-Françoise, elle connaît le sujet parfaitement, que ce soit Nathalie, Béatrice, Marie-Amélie, elles savent très bien ce qu'il faut faire. Et Marie-Françoise a fait vraiment un panorama complet des actions qu'il faut mener pour l'égalité hommes-femmes et pour qu'il y ait plus de femmes. Donc je reviens pas dessus. Par contre, ce qui est important de dire, c'est comment effectivement, une fois qu'on a repéré ces différents incidents, qu'est-ce qu'on met en place comme mesure? Et là, oui, les fédérations, elle l'a très bien dit aussi Béatrice, que ce soit pour les luttes contre les violences sexuelles, c'est de notre responsabilité. Et moi, je suis contente d'entendre il y a 4 jours, la ministre des Sports sur l'écoute de 5-6 fédérations sur le projet de loi du renforcement des valeurs républicaines, de dire les fédérations, elles servent à améliorer le vivre ensemble et les fédérations, c'est elles qui vont contribuer avec leur club à permettre le déploiement de ce pacte républicain. Yes, Eureka, enfin on comprend que nos clubs, ils ont ce rôle-là et qu'ils font partie du projet national. Et vous voyez, je suis animée quand je le dis, parce que ça fait des mois et des mois et des mois et des années qu'on essaie de faire comprendre que s'il y a bien un endroit où on peut raccrocher nos jeunes, où on peut les éduquer du plus jeune âge jusqu'à pas d'âge, puisqu'on peut rester dans un club très très longtemps, c'est bien cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on fait nous, la fédération? On a le programme éducatif fédéral. Le programme éducatif fédéral, il a été lancé à peu près au milieu de notre premier mandat, pardon. Ça concerne 800 000 licenciés dans le projet éducatif éducatif fédéral. Vous avez à peu près 8000 clubs qui sont engagés. On apprend toutes les règles, le respect, tout ça. Il y a des référents à l'intérieur de chaque club qui ont ce programme éducatif fédéral. Attention, pardon Brigitte.
et la lutte contre les discriminations. Question, juste là, sur ce programme-là, il est présenté sous quelle forme? C'est-à-dire, donc, les chiffres sont impressionnants, très bien, 800 000, mais c'est-à-dire, c'est un cahier, il y a les 10 commandements, les 30 conseils, comment est-il distribué, comment est-il communiqué, transmis? Vous savez, Jean-Philippe, la clé de réussite, pour moi, d'une fédération, c'est quand elle comprend que, moi, j'arrête pas de le dire, le foot, il se passe pas au 87 boulevard de Grenelle. Le foot, il se passe dans les clubs à la base. Et le siège de la fédération française de football, je précise, pour les gens qui savent pas. Si vous lancez le programme éducatif fédéral, ça veut dire que vous devez avoir des référents à l'intérieur de chacun des clubs. Aujourd'hui, on a 8000 référents. Ils sont formés. Mathieu, il est réuni avec nos élus, les présidents de ligue, les présidents de district, il est réuni une fois par an. Alors on va dire, ouais, mais vous avez les moyens de faire ça. Mais Mathieu, il a aussi des relais partout sur le territoire, avec bien évidemment les ligues de football amateur, où il va rencontrer ces gens-là. Après, la manière dont ça se présente, c'est effectivement tout simplement un guide, mais il n'y a pas qu'un guide, il y a aussi les supports de communication qui vont avec, et surtout il y a la formation de ces référents-là. Et en plus, on a lancé aussi un challenge qui valorise en fait ces différents clubs. Donc ça, c'est la première action qu'on mène. Autre chose très importante, c'est important que les gens ils comprennent que pourquoi on peut pas faire des actes racistes dans un club, pourquoi c'est pas possible? Tout simplement parce qu'il y a des sanctions. Et si les sanctions, on les connaît pas, et si les raisons pour lesquelles on doit se comporter de cette manière, on les connaît pas. Donc nous, on a créé une vidéo avec, bien évidemment, on est avec la prévention de la délinquance, le CRIDP, avec lequel on travaille beaucoup, avec la LICRA, qui ont constitué, et ils prennent la parole dans cette vidéo-là, et en fait, on va dans les vestiaires avec les jeunes, et les moins jeunes, avec les présidents de club, et ils voient qu'est-ce qu'ils risquent à faire ça. Ça, c'est aussi une deuxième action qu'on mène. Ce qui est aussi important, on en a parlé tout à l'heure avec les jeux de rôle, et je crois que c'était Nathalie qui en a parlé avec l'UNSS. Nous, c'est pareil, on travaille avec le trimaran dans lesquels on fait des jeux de rôle avec effectivement des situations dans lesquelles, voilà, on réintroduit ces comportements qui sont inacceptables, et c'est fait sous la forme de jeux avec le théâtre. Et c'est pareil, c'est une éducation et une prévention qui passe très très bien. Autre chose qu'on fait et qui est très très important en ce moment, parce qu'on n'en a pas parlé, de la radicalisation, de tout ce qu'on peut faire par rapport à la laïcité. C'est sur une autre table ronde, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Pardon. En tout cas, excuse d'empiéter, mais ça c'est aussi quelque chose de très très important, et ça on a mis des choses sur le statut de la fédération, avec la charte éthique, avec le fait que tous ces actes devaient être sanctionnés. Donc en tout cas, le message que je voudrais faire passer moi, ce qui est très très important, c'est que vraiment le club, je pense que c'est vraiment avec le sport le levier le plus important pour permettre d'avoir un engagement national dans ce pacte de renforcement des valeurs républicaines. Et allons-y, parce qu'on a besoin, on le voit bien avec la période du Covid, comment il y a besoin d'encadrer, d'avoir un cadre. Et j'allais parler un peu avec beaucoup de véhémence, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens dans les clubs, ils sont formés. Et les fédérations, elles font un boulot remarquable. Évidemment, comme l'a dit Béatrice, on fait pas tout bien, on a plein de choses sur lesquelles on doit se remettre en cause. Personne ne fait tout bien. Personne ne fait tout bien. Regardons le verre à moitié plein aussi, même si on sait ce qu'il nous reste encore à améliorer. Mais franchement, vive le sport et vive les clubs et le sport en milieu fédéré. Merci Brigitte Henriquez, bravo. C'est passionnant, tous les propos que vous tenez, Brigitte, Béatrice, Marie-Françoise, Nathalie, Marie-Amélie, Roger. Vraiment, et d'ailleurs, c'est l'occasion comme ça de partager, et je suis persuadé que même si vos emplois du temps ne vous le permettent pas, que vous communiquez très souvent et que vous devez aussi par moi vous transmettre des idées et des pistes ensemble. Pour conclure, il est quelle heure? Il est 12h40, on est dans le bon timing, Jean-Pierre, je crois que voilà, on respecte le timing qui est le nôtre. Frédéric Potier, donc, qui est avec nous avant. Et ensuite, nous aurons les questions qu'aura sélectionnées Sylvie Marchal. Voilà, donc Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous ai vu attentif, prendre des notes, être dans le match, pour utiliser un terme sportif, en quelque sorte. Absolument, et je voudrais vous remercier de votre invitation et des nombreux témoignages que j'ai entendus toute cette matinée. Alors c'est vrai que le champ couvert est très large, puisqu'on a parlé de handicap, on a parlé de laïcité un petit peu, on a parlé de racisme, d'antisémitisme, on a parlé aussi de violences sexuelles, de violences sexistes. Et donc on voit bien qu'en fait, le milieu sportif, le monde du sport,
il concentre toutes nos crispations de la société. Et ça, on l'a encore entendu dans le précédent témoignage. Il ne faut pas évidemment qu'on considère que le sport serait protégé de tout ça parce qu'il aurait des valeurs, ce qui est vrai, parce qu'il aurait une vertu éducative, ce qui est encore plus vrai, mais tout simplement parce qu'il a ses valeurs et ses vertus, il faut que le sport soit utilisé dans ces combats. Et moi, en conclusion, je pense que, sans être trop long, je voudrais signaler qu'il y a deux niveaux, en fait. Il y a d'abord le sport, et notamment le sport professionnel, comme vecteur d'exemplarité. Quand on est un grand champion, quand on est l'équipe de France de foot, quand on est l'équipe de France de handball, masculin, féminin, eh bien, on a une grande responsabilité. Et cette responsabilité, c'est justement de porter ces valeurs, de les incarner. Et moi, je souhaiterais, en tant que délégué interministériel, qu'on le voit encore plus souvent. Même si parfois ça peut être un peu maladroit, même si parfois il faut le faire avec humilité, même si parfois c'est sur des sujets compliqués. Moi, je crois que quand un grand champion porte haut les couleurs de la fraternité, eh bien, ça se voit. Moi, je vois, j'ai un petit garçon qui est fan de football, qui est fan de handball. Et bien, quand un grand champion comme Mbappé dit quelque chose, il est entendu partout. Donc ça, je pense qu'il faut pas l'oublier et il faut pas se contenter parfois de gestes un peu homéopathiques. Le deuxième sujet, c'est celui du sport du quotidien, du sport des campagnes, du sport des banlieues, du sport des villes. Moi, j'étais un licencié de la Fédération française de handball. Mon papa était président d'une fédération départementale. Donc moi, tous les week-ends, j'allais jouer sur les terrains de handball de France et surtout de Navarre, puisque je suis originaire du Sud-Ouest. Et on voit bien que sur les terrains de sport, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, il faut que les fédérations soient outillées. Il faut qu'elles puissent bénéficier de conseils, parce que là encore, ces sujets ils sont parfois un peu compliqués. Quand on parle de sujets LGBT, par exemple, il y a des associations qui sont là pour aider. Je pense à nos amis de la Fédération sportive gay et lesbien, je pense à nos amis de foot ensemble. Il y a aussi la Fédération Fier qui a pris le relais des Gay Games, des Jeux de Paris 2018. Et donc, toutes ces associations, elles sont aussi là pour aider et pour dire que oui, il peut y avoir des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de solutions. Et moi, je voudrais saluer tous ceux qui sont dans l'action, ceux qui essayent de faire des choses. Et je voudrais leur dire qu'en tout cas, pour ce qui me concerne, avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, eh bien, on est là. On est à leur disposition. On n'a pas un budget magnifique, hein, on n'a pas le budget de la Ligue française de football, mais on a, je crois, une bonne expertise, une très grande sensibilité de ces questions-là. Et moi, je serais très heureux de pouvoir intervenir dès que le contexte le permettra, à la fois dans des centres de formation, à la fois dans des équipes de France, à la fois sur des équipes amateurs, parce que je crois que dans la lutte contre la haine, il n'y a pas de hiérarchie à avoir, il n'y a que des combats à mener. Est-ce que toutes les informations vous remontent, Frédéric Potier? Comment se passent les relais? Donc ça, c'est au niveau des fédérations, au niveau des comités. Comment Alors nous, on travaille beaucoup avec les fédérations parce qu'elles-mêmes ont souvent des remontées d'informations qui sont très structurées, qui sont organisées. J'ai des souvenirs de réunions très précises avec la Fédération française de basket, par exemple, ou la Fédération française de hand, qui ont une idée assez précise de ce qui peut se passer. On a aussi des discussions avec la Fédération française de football. Nous, on intervient à un niveau qui va au-delà de ces remontées. C'est-à-dire qu'on est dans la discussion directe pour justement apporter des solutions à des crispations qu'on peut ressentir sur tel ou tel point du territoire. Donc, c'est vrai que ce sujet de la connaissance, il est très important parce que on peut avoir des évolutions et des visions parfois un peu biaisées. Simplement, là où nous, on peut intervenir, c'est que lorsqu'il y a, au-delà d'un incident, des conséquences pénales, quand on est sur des affaires très graves, eh bien, ça nous arrive aussi de faire des signalements judiciaires directement au procureur de la République. Très bien. Passionnant. Formidable. Frédéric Potier, vous voulez ajouter quelque chose avant de passer directement aux questions de ceux qui étaient à l'écoute avec nous depuis ce matin? Non, moi je suis très impatient de retrouver les stades, les pistes. Du coup, là, je cours un peu tout seul en ce moment et c'est un peu triste quand même. Non, mais c'est le cas de tout le monde, hein. C'est ça. Et puisque il le disait à Marie-Amélie, le sport, bien sûr, véhicule les valeurs et c'est un bien-être, quel que soit le niveau pratiqué, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Voilà, ça fait du bien au corps et à la tête, tout simplement. Et c'est vrai, l'activité physique après, et surtout dans ce climat général, ça ne peut ne faire que du bien. Merci infiniment, mais vous allez rester avec nous parce qu'il y a des questions. Et donc, bien entendu, vous serez amené à répondre à ces questions. Alors, sélectionné par Sylvie. Sylvie. Oui, nous avons des questions. Je ne sais pas si on aura le temps pour toutes les questions, mais voici la première. On a une dizaine de minutes, voilà, et qu'on puisse tenter d'y répondre. Jean-Philippe, c'est comme vous voulez, soit vous les lisez, soit je les lis, c'est comme vous voulez.
Alors, la question, je vais la lire là, de Marianne Houdard. La fédération... Du handball. Non, mais je suis en train de regarder avec... Non, parce que Marianne Houdard est de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard, d'accord. Donc, elle parle de la Fédération française de handball. A-t-elle prévu des mesures incitatives pour engager ces clubs dans cette politique volontariste de lutte contre les violences? Béatrice, pour la réponse. Que les choses soient très claires, le plan de lutte n'est pas une option. Il est obligatoire pour tout le monde. Il sera mis en place et piloté par la fédération avec l'aide et le soutien que nous avons déjà des territoires, c'est-à-dire des ligues régionales et des clubs départementaux, et financé par le niveau fédéral. Donc les clubs n'auront pas à débourser un centime et il y aura des référents intégrité dans tous les territoires qui permettront de former des référents également intégrité dans les clubs. Donc il n'y a pas d'incitation à faire, c'est une obligation, ce n'est plus une option. C'est clair. Merci Béatrice. Sylvie, qui a sélectionné une autre question d'Hervé Grandet. Ces référents intégrité dont Madame Barbus a parlé, de quelle administration dépendent-ils? Est-il envisagé d'élargir la formation-initiation au niveau des ligues et d'être convié à des réunions avec les différents partenaires en charge de lutte contre les violences? Bien entendu, les questions, elles apparaissent à l'image pour tout le monde. Alors, ils dépendent d'aucune administration puisque les référents intégrité sont des gens qui, comme nous, sont bénévoles et font partie soit d'un club, soit d'un comité départemental, d'une ligue régionale. Donc, il n'y a aucune administration. Je pense que la question a été posée par rapport à la consultation du fichier FIGES. Évidemment, n'importe qui ne pourra pas le faire. Donc, ça, ce sont des choses qui sont centralisées quand on contrôle ce type de fichier, on a accès à des informations qui peuvent être confidentielles. Est-il envisagé d'aider l'information au niveau des ligues? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Ça va être déployé sur l'ensemble du territoire à partir donc de janvier 2021. Ça, c'est clair. Quand Béatrice elle dit oui, on peut être certain que ça va être fait. Je dis oui. Attendez, il y a des élections fédérales. En tout cas, l'équipe actuelle qui dirige cette Absolument. Après, moi, je ne ferai pas forcément partie de la prochaine équipe. Donc, j'engage l'équipe actuellement au pouvoir quand je dis ça et ceux qui ont pris la responsabilité de mettre en place ce plan. On reste, Sylvie, toujours avec les questions sur le handball, alors de Pierre Sionneau, donc, il est du Pays de la Loire. Peut-on envisager pour chaque club, voire chaque équipe de jeunes, une ou un licencié plus âgé reconnu comme sage, susceptible d'être attentif et à l'écoute des problèmes? Cela dit, c'est pas parce que Pierre est concerné par le handball que cela concerne le handball. C'est-à-dire que cette question-là est générale, bien entendu. Elle peut concerner toutes les fédérations. Peut-on envisager pour chaque club? Réponse de Brigitte pour le football. Voir chaque équipe de jeunes, une licenciée plus âgée que comme un sage. Je pense que c'est une bonne idée. C'est un peu comme le délégué de classe c'est une bonne idée, bien sûr. À l'école. Bien évidemment que c'est une très bonne idée. Et après, je pense que c'est aussi important. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Au-delà d'avoir quelqu'un vers qui on puisse parler, en tout cas, c'est aussi, vous savez, d'avoir une fiche. Et c'est ce qu'on a dans nos clubs qui met en fait le comportement observable, les comportements observables de quelqu'un qui tout d'un coup changerait et qui pourrait alerter effectivement d'abord ce capitaine, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des capitaines d'équipe, donc ça peut être aussi le capitaine. Hein. Souvent, quand on a un bon capitaine dans une équipe, c'est aussi quelqu'un à qui on peut aller dire ça. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est d'éduquer en fait les jeunes ou les moins jeunes à justement qu'est-ce qui pourrait les alerter sur le fait qu'on a un camarade qui a changé tout d'un coup de comportement, qui s'isole, qui ne parle plus, qui a complètement changé d'attitude. Et là, je crois que ça c'est aussi important d'inviter tout le monde à avoir ces comportements observables. Très bien. Si je peux me permettre, il y a aussi, si je peux me permettre, bien sûr, Béatrice. L'association des papillons qui met aussi des boîtes aux lettres. On peut mettre aussi des boîtes aux lettres dans les clubs. C'est une bonne initiative qui permet de façon anonyme, là, parce que c'est vrai d'aller parler à quelqu'un, c'est toujours difficile de faire la démarche. Donc, il y a aussi ce système-là qui peut fonctionner pour les clubs pour avoir des remontées d'informations le plus rapidement possible. Formidable. Question suivante, Sylvie.
s'il vous plaît, étudiant à l'EPG. Qu'est-ce qui est mis en place pour aider les personnes transgenres dans le sport amateur? Est-ce qu'il y a des mesures et un accompagnement prévu pour ces personnes afin que la pratique de leur sport dans la catégorie qui leur correspond ne soit pas un problème? Question posée par Alexis Gaucher. Réponse peut-être de Frédéric Potier. Oui, bien volontiers. Alors, il y a d'abord une charte du sport pour les personnes trans qui a été signée et qui est proposée, je crois, par la FSGM. Donc ça, moi, je vous invite à la consulter, qui est très bien. Dans les actions qui sont menées, ça dépend aussi beaucoup, finalement, des fédérations. Je sais que, je crois que c'est la Fédération française de handball, justement, qui avait été assez allante en autorisant une personne, justement, à changer de catégorie, parce qu'elle-même avait connu une transition de son orientation de genre. Donc moi, au niveau sportif, voilà, on a plutôt tendance à se reposer sur les acteurs de terrain parce que je pense qu'ils ont une légitimité qui est forte, en particulier sur ces questions liées aux personnes trans. Mais au-delà de la question sportive, nous avons publié à la DICRA une petite fiche sur les droits des personnes trans, parce qu'en fait, les questions qu'on va retrouver dans le sport, on va les retrouver dans d'autres sphères. Je pense à l'utilisation du prénom d'usage, je pense que c'est extrêmement important. Je pense à un certain nombre de réflexes sur la possibilité de créer un environnement inclusif, ça c'est extrêmement important aussi. Donc il y a beaucoup de choses, non, il y a des choses qui se font, et je pense qu'elles mériteraient d'être mieux connues, mais évidemment, on ne part pas de rien. Si je peux me permettre aussi, puisque la Fédération française de handball vient d'être citée, oui, on l'a fait il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus d'ailleurs, exactement, avec l'accord des joueuses, donc l'équipe qui a accueilli cette femme. Juste, donc là, si je peux prendre ma casquette de sociologue, plutôt, et je vais répondre là aussi avec la vérité, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de dispositif, rien n'est prévu à ce niveau-là vraiment de très formalisé, en effet, c'est du cas par cas, c'est des choses qui peuvent paraître exceptionnelles et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dispositif particulier. Il faut savoir que dans le monde, ça peut concerner, selon les statistiques qui sont données, entre 2 et 5% quand même des personnes. Donc ce n'est pas un phénomène aussi marginal qu'on pourrait le penser. C'est un phénomène en revanche nouveau dans les problématiques qu'on peut avoir dans le milieu sportif. Toutes les questions de transgenre, de transidentité sont des problèmes très délicats et qui sont, hélas, je pense encore, et là c'est la sociologue qui parle, encore tabou dans le milieu sportif, très sincèrement. On a plein d'exemples pour démontrer ici. Merci Béa. Si je peux me permettre, au niveau du cyclisme, j'ai vécu cette expérience. On a traité 2 sujets sur cette thématique-là. On s'est fait aider de notre fédération internationale qui a aussi cadré les choses par rapport à ce sujet-là. Et voilà, donc, mais avec du soutien aussi du médecin fédéral, etc. Je crois qu'on a besoin d'aide quand c'est comme ça, effectivement, parce qu'on est un petit peu dépourvu. Mais en tout cas, pour les 2 personnes, pour nous, ça a été voilà, des intégrations réussies en tout cas. Bonne nouvelle, tant mieux. C'est vrai qu'il y a un flou, donc après c'est au cas par cas une adaptation. Tout à fait. Question suivante, on a encore quelques petits instants. Ce sera la dernière, Jean-Philippe, puis je crois qu'elle est pour vous. Ah bon? Alors, très bien. Oui. Ah non, c'est l'avant-dernière. Il y a d'abord l'UNSS, la dernière sera pour vous en quelques mots. Est-il envisageable que l'action sur le programme Éthique Action de l'UNSS soit montée en collaboration avec un club sportif ou bien cela concerne uniquement les assos sportives scolaires? Réponse de Nathalie. Alors, le prix Éthique Action concerne uniquement les associations sportives scolaires, mais néanmoins, les associations sportives, elles sont souvent en partenariat et elles sont tout à fait ouvertes. Je n'ai d'ailleurs pas parlé du partenariat qu'on avait avec la DILCRA et qui nous permet d'assurer le prix Éthique Action au Sénat, puisque la finalité de tout ce travail annuel et la représentation des projets les plus aboutis au Sénat, avec le patronage du Sénat. Et là, je veux dire, en proximité dans toutes les associations sportives, il est absolument opportun de pouvoir construire quelque chose avec un club et de pouvoir montrer aux jeunes qu'il n'y a pas d'espace pour travailler sur ces thématiques, mais qu'en fait, tout le monde est à même de le faire. Et quand Brigitte dit nos clubs font énormément de choses, la société française et le système éducatif français a fait le choix
d'installer des associations sportives dans les établissements scolaires. Je pense que c'est un engagement très important qui montre aussi la place du sport dans la formation globale du jeune et du citoyen. Et donc, oui, je pense qu'il est essentiel que on ne considère pas que ce programme soit fermé aux seuls élèves, sachant que de toute manière, les élèves ne sont élèves que quand ils sont à l'école et qu'à l'extérieur, ils deviennent des jeunes qui sont susceptibles d'aller dans les clubs sportifs, puisque l'UNSS ne garde pas pour elle ses licenciés. Oui, elle ne peut pas tout faire, l'UNSS. Très bien. Merci, Nathalie. Et donc, ultime question, alors, Sylvie. Pourquoi les médias ne parlent plus du handisport? Bah oui, pourquoi? C'est vrai, hein. Alors, non, mais là encore, on revient à la culture. On revient à la culture, c'est-à-dire donc les mentalités, ce qui est ancré. Et il faut qu'il y ait des cas, et là je pense que Marie-Amélie pourra intervenir par son expérience de championne quelques secondes, c'est-à-dire que malheureusement, il faut un événement, un sportif qui a une dimension médiatique, une dimension émotionnelle pour que, pour que la discipline vienne à la lumière. Sinon, spontanément, non. Il y a alors de la gêne, un manque de connaissances, c'est évident, de la part des médias et des journalistes de cet univers-là. Les choses sont en train d'évoluer. Heureusement, ces Jeux paralympiques sont médiatisés aujourd'hui, ce qui était inconcevable il y a 10 ans, 12 ans, fort heureusement, mais ça reste qu'une fois tous les 4 ans et le reste du temps, on en parle très peu, trop peu. Juste, Marie-Amélie, si tu peux compléter mes propos par ton expérience, bien sûr, tu es mieux placée que quiconque pour évoquer cela. Oui, merci Jean-Philippe. Effectivement, on voit très bien, mais comme beaucoup d'autres sports qui sont pas valorisés en dehors des Jeux paralympiques d'été ou d'hiver, on a une absence totale de reconnaissance des sportifs paralympiques en compétition entre les Jeux. Ça s'explique effectivement parce que tu as dit le fait d'accrocher à une grande compétition qui est de dimension internationale, au fait qu'il y a une forme de gêne, et c'est aussi en ça que le propos de tout à l'heure était de dire il faut habituer les Français à voir le sport avant de voir le handicap de la personne. Il faut aussi qu'on travaille sur deux axes qui sont très importants. C'est la compréhension et la lisibilité de nos sports. À un moment donné, il faut que quand le téléspectateur il regarde la télé, qu'il comprenne ce qu'il est en train de regarder, qu'il comprenne assez facilement les règles, la classification, tout comme c'est fait de façon très pédagogique aux Jeux Olympiques sur des disciplines qu'on a moins l'habitude. Quand on voit par exemple l'escrime, c'est très bien expliqué par les commentateurs. Il faut que nous aussi on ait accès à des supports comme ça qui rendent la compétition paralympique très accessible. Et il faut aussi qu'il y ait une forme d'éducation journalistique, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes sur de la presse écrite et que vous réalisez une page complète sur un athlète paralympique et que vous dites qu'il est en train de briguer une sélection aux Jeux Olympiques, pour moi, c'est difficile parce que c'est dévaloriser le terme de Jeux paralympiques. Donc, il faut aussi qu'on ait cette habitude et ce réflexe des journalistes de comprendre que les Jeux paralympiques ne sont pas des sous-jeux, et c'est reconnaître la performance de l'athlète en situation de handicap que de parler des Jeux paralympiques dans l'article, et au même titre que lorsque l'on parle des Jeux olympiques, et surtout quand on traite d'un athlète qui est en situation de handicap. Et encore du travail, mais bon, confiance, les choses avancent. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci à l'organisation, à Guillaume et à Sylvie pour le rapport technique, aux organisateurs et puis à vous les intervenants. Voilà, c'était passionnant et passionné. Merci. Bye bye. Merci à vous tous. Ciao. Au revoir, merci. Merci, ciao.